Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur Heal the World, je suis Barbara Bazinski. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir un invité qui s'appelle Nicolas Rayet, qui est le créateur et le fondateur de Ludique Jeux. Pour la petite histoire et le contexte qui m'amène à t'inviter, Nicolas, c'est une rencontre un peu fortuite. Je me retrouve quasiment au premier rang de la conférence de Fabien Olicard et rapidement tu t'installes à côté de moi et là, finalement, le hasard fait assez bien les choses. On commence à discuter et à échanger et on se trouve des points communs. En tout cas, moi, je t'en trouve. En particulier celui de ton activité dont on va parler tout au long de cette conversation. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre ce thème à l'honneur, celui du jeu, celui de la joie et de l'amusement. Je te l'ai déjà dit, mais tu me parais être un ambassadeur de ce thème. Et je suis très heureuse de te recevoir sur ce format, sur ce podcast. Bienvenue, Nicolas. Merci tout d'abord pour ton invitation qui m'a agréablement surprise. Effectivement, cette conférence était très sympa et puis nos échanges étaient très porteurs aussi sur ces différents sujets, donc avec grand plaisir. J'ai envie de te laisser la possibilité de dire ce que tu es et comment tu fais ce que tu fais. Eh ben oui, alors je travaille sur Amiens, mais après je m'étends un petit peu aussi, on va dire entre Lille et Paris pour grossir un petit peu les choses quand on m'appelle. Moi, je travaille essentiellement dans ce qu'on appelle le serious game. Donc, le serious game, c'est comment traiter des sujets sérieux de façon ludique et apporter une dimension justement autour du jeu qui souvent permet de rendre les choses d'une plus agréables et en termes de mémoire, apporter une plus-value parce que quand on joue, finalement, on se rappelle beaucoup plus facilement des choses. La vision que moi j'ai des choses, c'est que l'on a opposé le fait d'être adulte avec le fait de jouer. J'ai l'impression, moi, qu'on a proposé une société qui est basée sur un modèle très sérieux, très rigide, et que l'on a fini par gommer et lisser tout ce qui était de l'amusement, de la joie, du plaisir. Je crois, en tout cas, ma façon à moi de le voir, c'est que ça manque de couleur, ça manque de vie, en fait. J'aimerais bien que tu nous racontes, c'est quoi ton parcours pour finalement décider de créer un travail, ou en tout cas une activité, autour de ce thème. Je te rejoins un petit peu sur le fait que, à partir de 18 ans, dans certains domaines surtout, on a l'impression qu'il faut arrêter le jeu. Et ça s'oppose parce que moi, j'ai commencé par l'animation. J'ai été animateur, formateur de BAFA, BAFD et j'ai dirigé des colos. Et là, le jeu était finalement présent tout le temps. C'est vraiment un domaine où les animateurs, le directeur, tout le monde s'amuse autour du jeu et apporte quand même quelque chose aux jeunes. Puis après, j'ai été enseignant. Alors là, c'était un autre monde où jouer avec les élèves, c'est très compliqué parce que la vision des parents est finalement assez arrêtée. Et si on amène le jeu, il y a eu beaucoup de critiques. Moi, j'avais créé des jeux quand j'étais enseignant et j'étais en lycée. Et j'étais prof de maths, donc un sujet qui est encore un peu cartésien et très sérieux quand même, mine de rien. Et quand on a amené le jeu, c'était assez critiqué parce qu'il fallait suivre soi-disant le programme du bac, il fallait faire telle et telle chose et jouer ne servait à rien. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, ça m'a un peu interpellé. Et puis j'ai eu envie de réfléchir à faire autre chose et d'amener le jeu dans mes cours. Ce que j'ai fait. Et puis après, je suis allé encore plus loin. J'ai carrément arrêté le métier d'enseignant pour me dire qu'il y avait plein d'autres sujets qui pouvaient être traités de façon ludique. J'ai rencontré de belles personnes et de beaux organismes qui m'ont aidé à me former un petit peu sur les serious games, sur les neurosciences. Et ça m'a permis de comprendre un peu comment aborder un peu mieux les choses. En fait, je m'attendais pas à ce que le frein vienne des parents. Donc moi, je savais que tu avais été enseignant, mais j'imaginais pas que le verrou, enfin, en tout cas, un des verrous que tu nommes, ça soit celui des parents. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de choses à proposer en termes d'ouverture sur c'est quoi les bénéfices, en fait, d'apprendre par le jeu. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, oui, enfin, franchement, déjà, moi, je vois quand j'ai été enseignant, les élèves ne se rendaient pas compte qu'ils apprenaient en jouant. Et donc du coup, c'était moins gênant pour eux parce que les mathématiques sont quand même une matière, par exemple, qui met un frein à beaucoup de jeunes, surtout quand ils arrivent en lycée et du coup, qui arrêtent en fait, qui lâchent le morceau et qui laissent tomber un peu cette matière, mais il faut la faire quand même. Et le fait de jouer, ils se rendaient pas compte, ils obtenaient des mécaniques de raisonnement, ils obtenaient vraiment une rigueur d'esprit qui était différente. On va dire par exemple, on a un exemple pur et dur, c'est le sudoku. Le sudoku, c'est quelque chose où les élèves qui n'aiment pas les maths vont pas vouloir en faire généralement.
Et en fait, on l'a dévié par des jeux qui existent déjà, mais on l'a joué avec des couleurs. Et finalement, les jeunes ont travaillé le même raisonnement qu'un sudoku, mais avec de la couleur. Alors c'est bête et méchant, mais du coup, derrière, bah, ça leur a fait travailler les choses, ça leur a fait aimer les choses, et puis finalement, après, on en a fait avec des chiffres et ça marchait mieux. Donc du coup, on a développé d'abord le mécanisme dans leur raisonnement, on leur a montré qu'ils pouvaient faire les choses et que les chiffres n'étaient pas gênants, et derrière, ils ont pu le travailler avec les chiffres. Donc ça apporte une autre vision. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'immersion en fonction de ton degré d'implication dans ton activité. Moi, je trouve que le jeu apporte ça aussi, et ça permet de s'extraire de ce temps très, alors là, pour l'exemple, c'est très scolaire, mais d'y aller avec un regard, une forme d'innocence, tu vois, quelque chose de différent, une autre proposition. Ouais, bien sûr. Et puis ça permet des fois d'aborder aussi des sujets qui sont difficiles à aborder et de les amener par le jeu. Et en fait, dans le jeu, on peut quasi tout se permettre. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler des sujets en n'ayant pas peur de la petite ligne qui va gêner si on l'avait mis sur un flyer ou si on l'avait mis sur un discours ou si on l'avait mis. Là, ça rentre dans le jeu, donc ça passe différemment. Alors, on fait quand même attention à ce qu'on dit, hein, c'est important, mais on a plus de liberté, je trouve. Est-ce que tu as un exemple à nous partager concrètement? On a travaillé un sujet qui était un peu compliqué quand même. On a travaillé un jeu pour favoriser le dépistage du cancer. Donc c'est quand même un sujet qui est lourd, mais important de sens. Et on a travaillé là-dessus avec la MSA. Et on a travaillé sur ce qu'on appelle une box. En fait, c'est comme un escape game, mais on appelle ça un escape box, c'est-à-dire qu'ils doivent déverrouiller toutes les portes en un laps de temps pour pouvoir tout simplement résoudre, je dirais, une enquête. Et dedans, bah, on parle de tous les sujets qui sont possibles, mais on le travaille aussi du côté enfant. Alors que finalement, le dépistage du cancer pour un enfant, c'est pas quelque chose qui est facile à aborder, on a toujours peur. Et là-dedans, on a mis des petits jeux qui permettent derrière de ressortir avec un petit jeu qu'ils peuvent faire tester à leurs grands-parents, qu'ils peuvent faire tester à leurs parents, qu'ils peuvent faire tester à leurs amis. Et tout ça de façon très simple. Par exemple, on a mis un arbre généalogique où il fallait compléter certaines branches pour montrer que l'hérédité était quelque chose qui pouvait influer sur les cancers. Enfin voilà, donc on a mis tout ça et on l'a passé par le jeu et en fait on s'est rendu compte que là où la MSA me disait que sur leur salon ils avaient peu de gens, bah maintenant il y a une file d'attente pour venir faire le jeu en fait. Elle me dit, on a des files d'attente et donc on a dupliqué la box pour en faire plusieurs. Ça donne quand même du sens à la fois à ta mission et au bénéfice que c'est de pouvoir impliquer quelqu'un dans un jeu plutôt que sur un dispositif qui est moins vivant, moins interactif. Est-ce que tu continues à t'amuser dans ta création? Donc, quand tu as une société qui vient avec une demande, avec un projet, qui te partage finalement toute la matière, toutes les données, toutes les informations, et puis j'imagine l'objectif, l'intention derrière le jeu. Dans quelle énergie est-ce que t'es? Donc, comment ça se passe le processus de création? Ah bah le début, il est compliqué en vrai parce que mais c'est le côté le plus riche, c'est celui que je préfère finalement, c'est le côté où on arrive avec la feuille blanche. Ça surprend toujours les gens parce que les gens attendent qu'on arrive avec quelque chose de clé en main et qu'on leur propose des options A, option B, option C, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Moi, j'arrive avec une feuille blanche et je leur dis de me dire de quoi ils ont besoin. Et en fait, j'attends vraiment tout. Je leur dis, mettez tout ce que vous voulez, maximum, même dans la plus grande utopie du monde, dites-vous, j'ai besoin de ça. Et du coup, après, c'est là que le travail rentre et qu'il faut se dire, bah, autour d'un brainstorming, il faut vraiment réussir à trouver quel type de jeu, comment ça va marcher. Et quand on trouve la perle rare et qu'on se dit punaise mais ça marche pour tout, bah là on est content. Ouais, j'avoue que c'est vraiment le moment très jouissif où on se dit oh, ouais ça va cartonner. Et là on est là par exemple je suis sur un projet de jeu de cartes sur la thématique du maintien à l'emploi pour qui sont dirigés aux chefs d'entreprise. Le début a été compliqué parce qu'il fallait trouver vraiment le sujet. La cible est aussi les chefs d'entreprise, donc il faut apporter quelque chose qui ait du sens pour eux également en fonction de la cible. Et c'est vraiment différent d'un projet à l'autre. Et là, le jeu de cartes, franchement, quand je l'ai présenté, le monde était enchanté et ravi. Donc du coup, c'est le moment, la consécration. On se dit, punaise, mon idée me plaît et elle plaît aussi. Donc du coup, c'est trop chouette. On va pouvoir faire quelque chose de ça. Et après, c'est un plaisir de se dire, allez, je vais rajouter une petite carte comme ça, je vais réfléchir à ça, et le mettre en corrélation avec la réalité des faits. De rentrer dans, bah voilà, il y a tel problème, il va rentrer avec tel machin, il va avoir une carte pour pouvoir faire de la prévention, ou alors il va pas avoir fait de prévention et du coup, il y aura des petites actions qui vont le gêner, plein de choses
qui font, mais oui, c'est une sacrée toile d'araignée à démêler au démarrage, quoi. Quand tu me le partages, j'ai vraiment 2 axes qui sont à la fois ton côté très rigoureux, très structuré, probablement aussi de cette racine de l'enseignant et de celui qui a choisi en plus une matière scientifique, les mathématiques. Enfin, tu vois, il y a Bien quelque sûr. chose de très très dense, enfin très Ouais, bien sûr. concret. Et en même temps, là-dedans, il y a toute une dimension très créative, très ludique avec, je sais pas, moi, j'imagine que tu as une panoplie de jeux auxquels tu as déjà joué pour t'inspirer et puis qui suscitent de Oui. l'intérêt, de l'enthousiasme ou pas. D'ailleurs, il y a peut-être aussi des jeux qui t'ont déçu et finalement, ça permet aussi de nourrir ce carburant finalement Ouais, pour bien sûr. créer. Et donc, quand on s'était rencontrés, toi et moi, je t'avais demandé quels étaient les jeux qui te plaisaient vraiment. Mhm. T'aurais envie d'en partager quelques-uns pour... Moi, déjà, il faut savoir que j'ai 800 jeux de société à la maison. Donc, oui, j'ai quelques jeux de mon expérience, mais j'ai eu une partie de ma vie où je présentais des jeux de société aussi et du coup, j'en travaillais un petit peu. C'est vraiment divers et varié parce qu'il va y avoir les premiers publics. Je vais penser par exemple à mes parents qui vont adorer jouer au Skyjo, qui est le jeu connu par tout le monde aujourd'hui, avec le Flip 7 qui arrive derrière et qui commence à s'immiscer un petit peu aussi dans les rangs. Ou alors on va avoir des gens qui vont partir un petit peu plus sur des jeux de plateau, comme un jeu moi qui m'avait toujours plu, c'était Jamaïca que j'avais adoré et qui était un jeu qui était vraiment trop chouette avec des bateaux et des objectifs et mais vraiment très très accessible où on peut pousser sur un jeu qui est magnifique et qui est quand même accessible qui s'appelle Living Forest. Et là, si on veut rentrer dans des jeux qui sont chouettes, qui sont intelligents, parce que Living Forest parle quand même de la nature et parle de pas mal de choses intéressantes et du multi-objectif, mais qui est quand même accessible, qui est pas un jeu expert. Et là, si quelqu'un veut se lancer dans un jeu un peu cool, un peu fun, on peut aller là-dedans, ça peut aller vite. Ou alors, un dernier jeu, je dirais que c'est un jeu qui s'appelle Gagne ton papa, ou qui s'appelle aussi Gagne ta maman, parce qu'on a fait les deux. Les deux sont sortis et c'est un Tetris sur plateau en fait. Donc pour les gens qui sont un peu cartésiens et qui aiment bien ce genre de choses, qui est très très chouette, on peut partir aussi sur cet univers. Mais voilà, on a vraiment, je dirais, 4 types de jeux totalement opposés quoi. Enfin, c'est vraiment là-dessus, mais ça apporte quand même. Moi, je vois le Gagne ton papa fait partie des jeux que j'utilisais en cours. Géométriquement, c'est ultra intéressant. Je vais revenir sur le fond du message de Heal the World, qui est aussi celui de ramener du lien entre les personnes. Je pense en particulier aujourd'hui que quand tu travailles dans le monde de la santé, quand tu travailles comme professionnel de l'accompagnement, le fait de remettre parfois un petit peu de temps, d'espace autour du jeu, d'après toi, qu'est-ce que ça permet? En fait, qu'est-ce que le jeu dans une structure, tu parlais d'entreprise tout à l'heure, qu'est-ce que dans un service, de dédier un temps autour d'un jeu, ça peut offrir comme ressource? Déjà, le jeu, il y a 2 points essentiels. La première chose, c'est que ça permet l'évasion. Donc ça permet de s'évader dans quelque chose et d'oublier un peu le quotidien qui est parfois difficile. On a travaillé avec des hôpitaux, par exemple, sur la fin d'année, on fait toujours un événement avec la ville du Quesnel qui nous permet de récolter des fonds sans que les gens aient besoin de mettre la main à la poche, ouais, vraiment. Et du coup, on offre des jeux à différents hôpitaux locaux qui sont Corbie et Amiens, mais un peu plus en allant sur Corbie ces derniers temps, parce qu'on se rend compte qu'Amiens a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'assos qui travaillent pour Amiens et c'est très chouette. Et puis les hôpitaux avoisinants en ont un peu moins. Donc on travaille avec Corbie et on se rend compte en fait que ça leur permet d'échanger et de délier la parole aussi des fois. En fait, autour d'un jeu, il va y avoir des jeux qui permettent de discuter, qui permettent d'échanger. Et nous, on l'utilise beaucoup dans les serious games. En fait, la plupart du temps, on fait pas un jeu où il va juste falloir poser une carte. Il va falloir justifier pourquoi on met cette carte très souvent ou très régulièrement. Et le jeu, ça permet vraiment ça aussi. Et donc, moi, ma mémoire du jeu, ce que je dis toujours, c'est les souvenirs. Moi, mon plus grand souvenir, c'est de jouer avec mon arrière-grand-mère au jeu du dada, en fait. Je me fous du jeu du dada. Je me rappelle juste 2 choses. La première, c'est que je jouais avec elle. La deuxième, c'est que je trichais. Parce que j'étais un enfant qui trichait et qu'elle me l'a avoué 10 ans plus tard en me disant, tu sais, hein, je le savais. Et Waouh. ça m'a toujours marqué, en fait. Elle voulait juste passer un moment aussi avec moi parce que gagner, ça n'avait aucune importance. Et j'avais beau tricher. Si ça me plaisait de gagner, elle était contente. Donc, ce sont vraiment des souvenirs et ça amène ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment génial, je pense. Le jeu chez moi, ça a été un moyen à plein de moments de créer du lien et de créer... je pense à un livre que j'ai lu qui parle des différents langages de l'amour.
Donc, t'as plusieurs façons de marquer ton affection et ton lien à quelqu'un. Entre autres, un des langages sur les 5 langages, il me semble, c'est celui de passer du temps de qualité. Et le temps de qualité, aujourd'hui, c'est une ressource avec laquelle on est parfois un peu en manque parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de distractions, beaucoup d'interruptions. Et finalement, les jeux de société, tu t'engages, tu viens et t'explores dans une dimension et le reste, finalement, le bruit s'atténue et tu te rends disponible à un moment de qualité, à un moment de présence, à un moment de partage. Ça marque des souvenirs, ça marque aussi des relations parce qu'il y a des dynamiques qui sont assez intéressantes. Moi, je sais qu'en jeu, les gens qui m'ont jamais vu jouer découvrent des Une autre facettes, personne. c'est ça, une autre personnalité. Donc, je ne dirais pas du tout que je suis mauvaise perdante. Par contre, j'aime beaucoup gagner. Euh, Mmh. Ça se sent assez rapidement. Mais tu vois, c'est vraiment quelque chose où ça te permet aussi de lever des freins, Ouais, bien des sûr. blocages. Et dans mes activités à moi, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'enfant que nous étions. Je serais curieuse de demander à ce petit garçon que t'étais, Nicolas, si un jour il avait imaginé qu'il créerait des jeux. Tu te souviens de à quoi tu rêvais ou à quoi t'aspirais quand t'étais petit? En fait, moi, j'ai été un passionné très jeune et j'ai toujours voulu être enseignant. Je voulais transmettre et je voulais désacraliser les mathématiques parce que j'ai toujours trouvé que les mathématiques, c'était enseigné d'une façon très compliquée et que c'était cruel comme matière. Et donc, j'avoue que j'ai toujours voulu rentrer là-dedans. Et finalement, j'en suis sorti pour diverses raisons. Mais effectivement, non, j'aurais pas imaginé créer des jeux. C'était pas quelque chose pour lequel j'aurais pensé, même si dans l'animation, finalement, on crée des jeux. Dans l'animation, on crée des grands jeux. On va aller sur des basiques comme des koh géants, des choses comme ça. Mais on les crée quand même de A à Z avec des équipes et on travaille déjà sur des choses en pensant peut-être moins au côté serious, même si on le développe implicitement. Mais en tous les cas, on travaille quand même sur le fait de donner du plaisir aux enfants, ouais, c'est sûr. Donc dans tes propositions, en fait, t'as quelqu'un qui vient et qui te demande de mettre un jeu en place pour répondre à un besoin. Oui. Est-ce que je pense à Fabien Olicard quand je vais te poser cette question. Fabien Olicard, donc il intervient sur des conférences où il n'est pas toujours attendu par les personnes qui assistent à la conférence. C'est-à-dire qu'en général, il y a quelqu'un qui le mandate et qui lui demande une conférence et après, parfois, tu as des gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas forcément envie d'être là. Est-ce que Ouais. toi, ça t'arrive aussi de te retrouver dans des situations où tu proposes un jeu avec des personnes qui sont plutôt réfractaires ou qui sont pas forcément qui adhèrent pas forcément à ton projet? Oui, oui, ça peut arriver, forcément. Puis on a rarement qu'une personne en face de nous, même si une personne va initier quelque chose. Et dans certains organismes, quand on va aller toucher les gens qui sont, je dirais, le plus haut, ils ont quand même une vision qui du jeu qui, alors je vais pas le généraliser parce que j'espère et je le souhaite qu'il y en ait plein qui ne soient pas ainsi, mais ils ont quand même une vision du jeu qui est pas si porteur. On n'est pas là pour jouer, quoi. C'est pas un jeu. Arrêtez, on peut pas parler de ça autour d'un jeu. C'est un sujet sérieux. Et du coup, c'est parfois difficile. Je pense à un projet qui avait été initié par quelqu'un de chez Brico Dépôt qui avait été très chouette. Et en fait, on voulait faire un jeu pour des phases de recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient recruter, mais autrement. C'est-à-dire faire un jeu, et ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la vraie personnalité des gens autour du jeu. C'est-à-dire, ça permet de voir vraiment le leader, ça permet de voir les gens qui vont laisser la place aux autres, ça permet de voir l'écoute. Et le sujet était génial, mais ils n'ont pas réussi à convaincre leurs supérieurs et du coup, le projet n'a pas abouti. Mais on avait réfléchi à pas mal de choses et je trouvais l'idée super intéressante. Là, il fallait faire attention à ce qu'on faisait quand même parce qu'on parle de recrutement, mais il y avait plein de choses à générer et ça, c'est chouette pour le coup. Et donc là, ouais, on n'a pas été, le projet n'a pas abouti du tout. Hein. C'est pas qu'ils ont pris une autre boîte, c'est que les N+1 ont pas apprécié l'idée de jouer sur ça, quoi. Alors, donc là, j'entends que le projet finalement a pas abouti. Donc Mm. c'est une partie. Mais pour les jeux pour lesquels les personnes finalement vont se lancer dans le processus, est-ce que tu ressens avant le jeu ou peut-être au moment où tu accueilles les personnes et après le changement de dynamique?
la transformation. Bah oui, puis pour certains, la transformation, elle est tardive, elle est très 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 tardive. Je pense à ce projet pour favoriser le dépistage du cancer, on a travaillé sur une box en bois. Donc c'est moi qui crée la box aussi, je travaille sur le bois, je fais tout de A à Z. On arrive avec quelque chose qui est en bois, qui est fait main, hein, qui est pas fait par une machine, donc on n'a pas exactement la même finition. Si on en fait deux, il y a un peu de différence, etc. Et donc c'est ce qui fait la richesse aussi du produit. Et la personne dit ouais bon bah et là c'était la fin, je remettais le produit. Donc voilà, elle dit bon bah on testera, on verra bien. Et c'est cette personne qui m'a renvoyé des messages peu après en me disant on est blindé, il y a des files d'attente, on va en refaire 4. C'était alors que quand ils voient le produit, bah ils se disent ouais bon bah c'est bien, il y a des petites portes qui s'ouvrent. Enfin, des fois ils sont hésitants et le test terrain avec les gens très souvent est parlant. Comme une autre personne aussi, on avait fait un jeu pour le départ en retraite des agriculteurs. Quelque chose de très difficile parce que les agriculteurs, bah, leur métier, c'est leur vie, hein. S'ils ont des bêtes, ils partent pas en vacances, enfin, c'est très compliqué. Et on a fait un jeu et du coup, la responsable, quand elle a vu le jeu, c'était un jeu de cartes, m'a dit, ouais, on ne sait pas si ça, bon, j'aime bien, hein, l'idée, le jeu est chouette, c'est beau, mais je sais pas si les agriculteurs vont adorer. Un mois et demi après, elle m'envoie un message, elle fait, est-ce qu'on pourrait en faire 50? Les agriculteurs veulent même l'acheter. Je fais, mais trop bien. On n'avait pas du tout pensé au fait que même eux pouvaient vouloir transmettre le jeu chez eux ou l'acquérir. Donc c'était vraiment une expérience qui voilà. Alors tous les projets ne nous donnent pas des retours merveilleux comme ça derrière, hein, mais en tout cas ces deux projets-là l'été, et c'était vraiment riche comme retour, quoi. Je me suis intéressée à un moment à tout ce qui était ingénierie de formation, formation pour adultes. Là, j'ai un projet de création de formation justement pour les professionnels de santé et de l'accompagnement. Et je me dis mais comment est-ce que moi je peux mettre de ce qui m'anime et de cette dimension du jeu dans une formation, et comment est-ce que je peux décider que en fait le jeu et la profondeur et le sérieux, ça ne s'oppose pas, et que ça soit juste un moyen d'aller encore plus profondément et d'aller explorer encore plus dans vraiment les sensations, dans ce qui est vivant en soi. Et tu parlais de mémorisation, non, tu parlais d'émotion, et moi j'ai envie de faire le lien avec la mémorisation, mais tu l'as aussi nommé, c'est à quel point finalement un des processus pour se souvenir de quelque chose, et qui est un processus d'apprentissage, c'est en lien avec ce que l'on ressent. Si t'es inerte et que t'es pas du tout habité par le propos d'un conférencier, d'un enseignant, de n'importe quoi, ça va être difficile d'accéder à cette mémoire. Ça demande un engagement et une énergie supérieure, je crois, pour avoir le même bénéfice. Et puis je suis même pas certaine finalement que la mémoire, elle s'imbrique de la même façon que si t'as quelqu'un qui vraiment est habité et qui te partage et qui te transmet son énergie, son émotion. T'en penses Mm. quoi? Bah, c'est sûr, je suis convaincu même parce qu'on le voit, nous on l'a fait en test, on a testé et on a vérifié que c'était vrai parce que c'est bien d'avoir la théorie qui nous dit bah oui, comme ils vont beaucoup réfléchir sur le sujet, ils se rappelleront, etc. Les neurosciences en parlent beaucoup en disant qu'effectivement ils sont plus investis et du coup ils sont acteurs de leur mémorisation. Mais on l'a vérifié et justement avec le dépistage du cancer, on avait fait 6 portes et chaque porte avait une thématique qui était la thématique qui allait influer comme l'hérédité, la nourriture et ce genre de choses. Et à la fin du jeu, on a une question fatidique pour qu'ils puissent avoir le dernier code, c'est de leur demander, bah voilà, quelles sont les 6 catégories importantes. Et à chaque fois, on en a au moins 5, voire les 6, parce que les gens se disent, alors, au début, on avait fait un arbre généalogique, l'hérédité, après, on a fait telle chose, donc ça, etc. Et du coup, les gens repartent, se rappellent des jeux, du coup, se rappellent de la thématique. Et du coup, ben voilà, bingo. En fait, il faut pas croire que le jeu va tout apprendre. En tout cas, il va permettre de retenir certainement beaucoup plus que si on leur avait donné un flyer ou si on leur avait parlé pendant 10 minutes. Et ça, on l'a prouvé, en fait. On n'a pas eu besoin de se dire, allez, les neurosciences nous le disent, on teste, on le fait, et ça a marché, quoi. Je vais moi continuer à cheminer là-dedans et à faire en sorte de ramener du jeu dans ma propre vie, dans mon propre projet. Il y a une question que j'aimais bien poser quand j'ai commencé justement Heal the World, qui était celle de proposer à mes invités d'imaginer ce que pourrait être une version du monde de la santé, mais du monde de la santé de demain. Et là, j'aimerais bien te proposer de jouer à imaginer ce que pourrait être le monde de la santé si on ramenait du jeu, si on ramenait davantage de
de tout ton projet. C'est-à-dire si tous les hôpitaux avaient la possibilité d'avoir Nicolas à leur côté, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que t'imagines? Magnifique question. Vous avez 2 heures. Euh, qu'est-ce que j'imagine? Ouais. Ben là, comme ça, j'imagine en tous les cas que déjà l'apport du jeu dans les hôpitaux permette, je dirais, un environnement moins stressant et moins, je dirais avec mes mots, mais moins flippant. Quand j'en avais fait la première intervention au niveau des jeux de société, on est intervenu au niveau des enfants qui étaient malades du cancer justement, et que c'était très pesant, même pour nous. On rentre dans un environnement où même pour eux, enfin, on a l'impression que c'est difficile, même si tous les gens qui les accompagnent sont géniaux et essayent de faire plein de choses pour avoir discuté avec eux. C'est pesant, donc on pourrait imaginer quelque chose quand même plus ludique et plus rassurant et qui permette d'échanger un peu plus, des lieux avec des thématiques et des jeux spécifiques, des environnements, et puis sûrement un suivi un peu interservice ou différents mondes, ou tout un univers qui serait rassurant, je dirais. Même si on sait que c'est pas un lieu rassurant, un hôpital, mais en tous les cas, la finalité, j'ai envie de dire, on a quand même appris que la pensée pouvait influencer sur le corps. Donc si quelque part, on a déjà l'envie de penser positivement et de se sentir un peu mieux, de se sentir rassuré, d'être libre d'échanger, je pense que ça peut aider aussi, quoi. Donc un environnement plus porteur. Magnifique, magnifique réponse. Quand tu en parles, moi je me dis aussi que pendant un temps, tu n'es plus que la personne qui est malade. Tu es aussi, je sais pas, moi Mmh. j'ai des idées de jeux où j'incarne un personnage Bien sûr. avec certains pouvoirs ou certaines capacités. Et en fait, pendant un temps, ça veut dire que ton attention, elle est dirigée vers autre chose que ce qui te fatigue, ce qui pour plein de raisons existe, mais que tu peux amener. Ça retire rien de l'expérience qui est vécue, mais ça ajoute une Mmh. dimension de vie, une dimension de partage, une expérience, oui, différente, une autre couleur dans la journée. Et quand je t'ai posé la question, moi, j'avais des idées aussi de cette nouvelle génération de lieux de soins auxquels je crois. Je voyais des espaces dédiés. Alors ça demande du temps, ça demande des ressources, et c'est pas l'objet de ce podcast. L'objet du podcast, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut ouvrir le champ des possibles. Les ressources, les solutions, on les trouvera après, mais en fait, on a besoin de bousculer un peu le cadre et ce qui est en place. Et je me disais, mais et si les parents jouaient avec certains enfants, avec certains professionnels, avec certains bénévoles, et qu'en fait, on se retrouvait pas pour parler uniquement de ce qu'il faudrait faire pour pallier à telle ou telle problématique, mais juste à un moment de partager un temps autour d'un jeu de cartes, autour d'un jeu de dés, autour de quelque chose. Et puis avec cet espace, pourquoi pas, et je crois que c'est possible, de sentir que les langues se dédient, parce que Mmh. souvent ce qui revient dans les expériences des personnes hospitalisées ou des personnes qui vivent quelque chose, c'est: j'ai besoin de me sentir vue, j'ai besoin de me sentir entendue, j'ai besoin d'être reconnue pour autre chose que pour un symptôme ou pour une maladie. Et comment est-ce que dans un espace où finalement je ne suis pas malade, je suis joueur, je suis X ou Y, je peux dire, et les mots que je dis finalement, peut-être de fil en aiguille, ça m'amène à déposer quelque chose qui est important pour moi et que j'aurais pas osé dire dans un autre contexte, dans un petit temps. Tu vois, il y a vraiment Bien sûr. tout un plan qui est possible avec ces espaces-là. Bien sûr. Après, il y a déjà quelques espaces qui sont mis dans les hôpitaux locaux de jeux de société, en tous les cas. Ils ont déjà, Amiens a rien qu'en service onco, ils ont une belle ludothèque. Je disais avec le Kennel, une asso qui travaille beaucoup et qu'on soutient. Ça fait 4 ans qu'on distribue entre 2 et 3 000 euros de jeux de société aux différents hôpitaux en fin d'année ou en milieu d'année, parce que finalement, en fin d'année, il y a quand même des assos qui donnent pour Noël. On peut le faire aussi à d'autres périodes. Et ouais, ils sont déjà équipés, les gens essaient, mais effectivement, ça manque aussi de personnel, ça manque de personnes pour pouvoir le faire, et les gens sont déjà débordés.
Mais ça serait génialissime. Ça serait génialissime. Heureusement qu'il y a déjà des bénévoles, comme tu disais Mmh. aussi, et puis des professionnels. Je pense par exemple à Dr Mickey qui lui fait plutôt le clown dans les hôpitaux. On dit faire le clown, mais finalement ça prend tout son sens quand même et qui apporte un petit peu d'évasion aussi dans ces moments-là, quoi. C'est important aussi parce que à la fois quand tu le mentionnes, enfin, il y a ce que l'on propose et cette idée de projection et en même temps on se rend compte qu'il y a déjà des choses qui existent Mhm. et que peut-être que un des axes aujourd'hui c'est de diffuser le message de quel sens ça a d'amener le jeu en fait. Donc ça Sûr. me fait boucler avec la situation dans laquelle tu étais enseignant et avec ces parents qui disaient ben en fait pas du tout, on va pas jouer à l'école et vas-y. En fait, ce qui a posé problème, c'est que j'avais développé un jeu de cartes. En fait, pour être transparent avec, et en fait, c'était un jeu de rôle où chacun avait sa carte de niveau. Et en fait, on pouvait évoluer dans les niveaux en fonction de la participation, en fonction de plein de choses, et pas les notes uniquement. C'est-à-dire que la personne pensait qu'elle allait être le plus haut personnage si jamais, voilà. Sauf que chaque perso était un mathématicien, donc en plus de ça, il y avait le côté historique, il y avait tout ça, donc ça apportait un peu plus parce qu'il faut savoir que si on pose la question à 80% des élèves, Pythagore est né en 1800. Donc bon, effectivement, c'est problématique. Pour eux, c'est déjà tellement loin, 1800, que OK. effectivement. En fait, j'avais une carte qui a posé problème, c'est la carte je peux pas, j'ai piscine. Et en fait, je permettais aux gamins d'arriver le jour qu'ils voulaient par trimestre en disant j'ai pas fait mes devoirs, mais je vais pas le justifier. OK. Juste je peux pas, j'ai piscine. Et ça a posé problème parce que soi-disant, on favorisait les enfants à pas faire leurs devoirs. Sauf que là où on a vu la richesse, c'est que même les enfants qui sont très scolaires et qui ont des fois sont fatigués aussi, parce que le système français est très particulier sur les devoirs, se permettaient une fois dans le trimestre de se dire ce soir j'ai fait autre chose et j'ai pas fait mes devoirs. Et ça c'était génial parce que eux ils le font pas d'habitude parce que les profs qui mettent des croix et au bout de 3 croix pénalisent. Bah la première croix, elle fait déjà du mal au gamin qui est très scolaire, même s'il n'y a pas de sanction derrière. Donc du coup finalement je disais la même chose que la première croix où je lui laisse un joker. Sauf que on favorisait l'action de ne pas faire son devoir. Sauf que c'est pas du tout ça. Et un gamin qui va pas faire son devoir une fois sur un trimestre, il s'en remettra, surtout s'il est très scolaire. Donc voilà, et ça fait partie des choses où ouais, on a encore du mal à comprendre que c'est apporter finalement la même chose, mais de façon positive. On positive le truc, mais au lieu de dire bah t'as une pénalité, si tu l'as pas fait, te justifie pas, me trouve pas une fausse excuse. Dis je l'ai pas fait, c'est pas grave, ça arrive. Et du coup c'était différent. Mais ça ouais, ça a posé quelques soucis. Merci pour, ce partage parce que ouais, effectivement, c'est comment est-ce que tu changes tes lunettes sur, une même situation? Je pense à une amie à moi qui a proposé, en fait, enfin qui propose, qui a décidé de mettre en place, des actions pour, que les devoirs soient arrêtés, systématiquement pour les Trop bien. enfants et c'est génial, mais en même temps, je comprends qu'elle se heurte à Mm. une forme d'incompréhension autour d'elle parce que, parce qu'on n'en est pas encore enfin on en est encore ça c'est en train de bouger, quoi. Bah, il y a des super enseignants, hein, il y a plein d'enseignants, hein. J'ai rien inventé en faisant du jeu en cours parce qu'il y en a plein qui essaient. Et il y a des choses qui se démocratisent. Il y a heureusement des rectorats qui tolèrent un peu plus que d'autres, mais en fonction des villes, en fonction des inspecteurs, en fonction de tout ça, on va pas être tous à la même enseigne. Je dirais que côté primaire, ça va un peu mieux, mais dès qu'on arrive dans le collège encore, je dirais moyen, et puis le lycée très dur, parce qu'on considère que le lycée, ça y est, c'est ultra sérieux, on est avec des ados, chose de différent, et pourtant on joue depuis qu'on est tout petit. Donc pourquoi on arrêterait? On a appris à le faire, on sait le faire, donc c'est quelque chose qui va que notre cerveau sait faire. Donc il faut continuer et il faut l'utiliser, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi ce dont on se sert alors je pense pas aux êtres humains et les mammifères, en fait, quand tu veux, accompagner un apprentissage chez les C'est vrai, mammifères, a priori, ce qui fonctionne, c'est le c'est le jeu. jeu. C'est le jeu C'est et vrai. le lien, c'est la relation, la relation au jeu. Je trouve que c'est passionnant, c'est une conversation qui m'a beaucoup, animée. Ce que je te propose, c'est de partager comment on te retrouve, comment est-ce qu'on te contacte et tes activités. On peut me retrouver, tout simplement sur les réseaux, en tapant, Ludique et Jeux, LUDIKEJEU, parce que c'est vrai que ça souvent on sait pas trop comment l'écrire. Et puis, avec grand plaisir, souvent je me déplace pour rencontrer les gens, voir les projets, discuter avec eux et puis essayer de mettre en place ce qu'ils attendent. Et puis des fois, on cherche aussi, on a des idées de projets et on cherche juste des gens pour nous accompagner. Des fois, c'est difficile et je pense, par exemple, là, on aimerait développer un jeu, mais on nous l'a pas réclamé. C'est nous qui voulons le sortir sur le harcèlement scolaire.
et avec des interventions en direct, ce genre de choses. Mais c'est jamais facile de trouver des gens qui sont capables de nous ouvrir des portes où on peut avoir de quoi le créer, de quoi le financer, de quoi le travailler, parce que en fait, on voudrait avoir un financement qui nous permette d'aller dans les écoles sans faire payer les écoles. Mmh. Parce que le problème, c'est que c'est toujours pareil. Enfin, c'est très bizarre d'aller dans les écoles, dire vous nous payez ça, on fait ça, etc. On sait qu'il y a des financements qui existent, on sait qu'il y a des choses, et on aimerait pouvoir sortir ce genre de choses et intervenir de façon assez riche dans les établissements pour sensibiliser aussi bien au harcèlement scolaire qu'à plein d'autres sujets. Et donc voilà, ça c'est un projet aussi qui me tient beaucoup à cœur et qu'on aimerait réussir à développer. Si jamais vous êtes, susceptible de vouloir, participer, en tout cas de contacter Nicolas, je mettrai les informations en description de cet épisode pour que vous puissiez, échanger, en tout cas, avoir accès à ton contact. Merci Chouette. beaucoup Avec Nicolas. plaisir. Merci pour, cette intervention, pour ta présence et pour ce que tu mets en place. Merci d'avoir pensé à moi en tous les cas. C'est très chouette d'avoir pu partager avec toi. À bientôt sur le podcast.